Par une chaude nuit de décembre à Glendale, en Californie, John Harrigan, un livreur de pizza de 21 ans, fait sa tournée. John arrondit ses fins de mois avec ce petit emploi à temps partiel. Harrigan avait travaillé dans une autre petite pizzeria locale, mais il ne s'y sentait pas en sécurité. Il se sentait mieux dans une grosse chaîne. Il aimait ça parce qu'il aimait les gens. Il était très amical. Il fréquentait le collège de Glendale et il travaillait à temps partiel. Il rêve de se lancer en affaires. Mais pour l'instant, la natation est sa passion. Il était très dynamique. Il aimait le sport et l'école. Il avait gagné plusieurs trophées en natation. Ce soir, il va livrer une pizza dans un motel. Hey there. I've been waiting for you. Come on in. C'est son jour de chance. Here. You're not gonna blow me away, are you? No, I'm not gonna shoot you. Il ne connaît pas ces personnes. Il doit se demander ce qui se passe. Chew on this. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Ses bourreaux sont Ruby Paget, 20 ans, et son copain de 25 ans, Mitchell Sims. Pour le couple, ce n'est pas un acte gratuit. Ils exercent leur vengeance. Tout a commencé 1 an plus tôt. À plus de 3000 km de là, dans la petite ville de West Columbia, en Caroline du Sud. Le personnel d'une pizzeria populaire a le cœur à la fête. Les primes annuelles seront bientôt distribuées. Le gérant n'est nul autre que Mitchell Sims. Tout allait comme sur des roulettes pour lui. Il avait vite gravi les échelons à la pizzeria. Il avait une femme et 3 enfants. Et il y avait de superbes filles qui travaillaient pour lui au restaurant. Sims profite pleinement de la situation. Même marié, il ne se gêne pas pour faire la cour à d'autres femmes. Il a tout ce qu'il veut. L'argent, le sexe et le pouvoir. Mais la fête prend fin abruptement à la pizzeria. Les primes sont distribuées. Sims s'attendait à recevoir une belle grosse récompense. Mais ça n'a pas été le cas. Il n'en revient pas. Il perd le contrôle. Sims souhaite se venger de son patron. Il conçoit un plan pour convaincre ses employés de démissionner avec lui. S'ils démissionnent tous, le siège social va réaliser à quel point il est important, non? Il serait alors un héros. Donc, Sims et sa copine s'en vont, mais personne ne les suit. Ils ont besoin de travailler. Alors Sims a l'air idiot. Son patron rigole bien, car il n'a même pas besoin de le congédier. Pour Mitchell Sims, l'heure de la vengeance a sonné. Aveuglé par sa rage, il abandonne sa famille et sa petite amie pour commencer une nouvelle vie à 160 km au sud, à Hanahan, une petite ville près de Charleston. Il y rencontre son âme sœur, Ruby Paget.
Il s'éprend de cette jeune femme voluptueuse, énergique et un peu folle. Ils réalisent vite qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ils adorent fumer de la marijuana et boire. En fait, ils ne veulent que s'amuser. L'ennui, c'est que Mitchell Sims veut s'amuser en assassinant tous ceux qui travaillent pour son ancien employeur. À Hanahan, Sims devient livreur pour cette même chaîne de pizzeria. Et il n'a aucunement l'intention d'être nommé l'employé du mois. Tomorrow night. That's when it happens. They owe me. And I'm gonna make them pay. Ses collègues recevront bientôt une commande inattendue. Un peu après 1 heure du matin, 2 employés terminent leur quart de travail. Le restaurant est fermé et ils sont seuls sur place. Down on the ground. On the ground, both of you. Now! Don't you look at me! Get down on the ground. Ses victimes sont Gary Melky et Christopher Zur, 2 infirmiers militaires de l'hôpital naval de Charleston qui travaillent à la pizzeria pour arrondir leur fin de mois. Ses collègues ne peuvent pas croire que leur ami Mitch puisse leur faire ça. Sims revient avec les 1100 $ du coffre-fort. Il les attache, prend l'argent, une somme assez modeste en fin de compte. Il ne laissera aucun témoin derrière lui. Il abat Zur d'une balle dans la tête. Et il tire, pas une, mais 4 fois, dans la tête de Melky. Les victimes devaient être terrifiées. Elles devaient se sentir impuissantes. Elles ont dû l'implorer de les laisser en vie, mais il a basculé du côté obscur et a finalement choisi de les abattre de sang-froid. Par miracle, Gary Melky survit. What is this? That's your check. My check! Mitchell Sims veut se venger de la chaîne de pizzeria qu'il a quittée pour une question d'argent. Don't look at me! Après avoir abattu les employés Christopher Zur et Gary Melky, Sims les laisse pour morts et s'enfuit avec l'argent du coffre-fort. Melky, qui avait reçu 4 balles, rampe jusqu'à sa voiture et se rend jusqu'au poste de police à près d'un demi-kilomètre de là. Il est 2 heures du matin et les policiers voient cet homme ensanglanté. Ils se demandent ce qui se passe. On dirait une scène tirée d'un film d'horreur. Hey, George! What happened? Sir, can you tell me who shot you? Un ambulancier du service des incendies accourt à sa rescousse. Can you tell me who shot you? Il saignait abondamment. Je croyais qu'il avait été poignardé ou heurté par une voiture, mais il m'a dit qu'on lui avait tiré dessus. Can you tell me who shot you? Il a dit que c'était un collègue. We need to get a full team in here right now. Il travaillait dans une pizzeria à quelques coins de rue du poste. Et il a dit qu'un autre homme avait été abattu. Les ambulanciers se précipitent à la pizzeria. J'ai couru à l'intérieur et un ambulancier m'a dit que Chris Zur était déjà mort. À 3 heures du matin, les parents de Gary Melky apprennent la terrible nouvelle. L'infirmière de la salle d'urgence m'a dit qu'on avait tiré sur Gary.
Elle n'en a pas dit davantage. On ne savait pas où il avait été atteint et s'il avait été menacé. On s'est donc préparé et on est parti pour Charleston. Sur la scène du crime, les enquêteurs recueillent des renseignements sur Sims. Nous avons rencontré le gérant de la pizzeria. Il nous a remis le formulaire de demande d'emploi rempli par Mitchell Sims, ce qui nous a permis de trouver où il habitait. Les policiers se précipitent alors dans un parc de maisons mobiles. On croyait que c'était sa maison. Il faisait noir à l'intérieur et il n'y avait personne dans les environs. On n'était donc pas entièrement certain d'être au bon endroit. Il se demande comment ils ont fait pour le retrouver aussi vite. Il croit que ses deux victimes sont mortes. Il est perplexe. Sims est habité par la colère et la haine. Il a tué 2 personnes sans problème. Alors si les policiers défoncent cette porte, il pourrait bien y avoir d'autres morts. Heureusement pour Sims, la police a fait l'erreur de partir sans laisser personne pour surveiller les lieux. On n'était pas entièrement certain d'être au bon endroit à cause du système de numérotation dans le parc. De plus, il était en dehors de notre territoire et on ne pouvait pas en faire plus à ce moment. À l'hôpital de Charleston, des chirurgiens tentent de maintenir Gary Melky en vie. On espérait qu'il s'en sorte, mais après avoir discuté avec les médecins, on a commencé à réaliser qu'il pourrait perdre la vie. Il fallait l'accepter du mieux qu'on le pouvait. On ne peut pas survivre à 4 balles dans la tête. Il a éventuellement sombré dans le coma. Les parents de Gary sont contraints de prendre une décision atroce. Les médecins nous ont dit que s'il survivait, il resterait dans un état végétatif. Ce n'est pas ce que Gary aurait souhaité. Alors on a décidé de le débrancher. Munis d'un mandat, les policiers retournent à la résidence de Sims. Mais il est trop tard. Il s'était enfui. Les enquêteurs tracent un portrait de Mitchell Sims. Il se penche sur son passé et il trouve un gros tas de problèmes. Les abus dont il a été victime dans son enfance ont laissé des traces. Alors que Sims n'avait que 7 ans, son beau-père l'a agressé sexuellement. Ça s'est poursuivi pendant des années. C'était humiliant et dévastateur. Il s'est complètement coupé du reste du monde, car il avait honte et il se détestait lui-même. Il croyait qu'il était un moins que rien. Plus Sims vieillit, plus les agressions deviennent perverses. Lorsqu'il avait 16 ans, son beau-père l'a forcé à avoir une relation sexuelle avec sa mère, puis avec sa propre sœur. Le sadisme exprimé par le père, qui humilie sa femme et ses enfants, en les forçant à avoir des relations sexuelles les uns avec les autres, pourrait être qualifié de sadisme sexuel. La cruauté sexuelle de son beau-père le marque profondément. Mitchell a commencé à boire pour noyer ses émotions douloureuses qui le déchiraient et qui le hantaient. Il a aussi commencé à sniffer de la colle, à fumer de la marijuana et à prendre diverses autres drogues. Sims quitte la maison à 16 ans et s'enrôle dans l'armée, où quelqu'un attire vite son attention. La femme d'un autre soldat. Sims vit une chaude aventure avec une jeune femme quand un jour, son mari rentre à la maison et les surprend au lit ensemble.
I knew something like this was gonna happen. Don't you worry about it. We'll take care of her. Les enquêteurs découvrent que ce n'est pas la première fois que Sims tente de se venger de ses ennemis. Il a déjà élaboré un plan pour mettre le mari de son amoureuse hors d'état de nuire. Il conçoit un plan complètement fou. Il a demandé à un de ses amis de le tirer à l'épaule. Il pourrait ensuite accuser le mari de sa petite amie. Mitchell Sims et Ruby Paget terrorisent les employés d'une grande chaîne de pizzeria. Les enquêteurs qui fouillent le passé de Sims découvrent un complot élaboré pour se venger du mari de sa petite amie. Il demande à un ami de lui tirer dessus. Mais son plan machiavélique échoue. Les policiers ne le croient pas. Ils font leur enquête et l'ami de Sims avoue l'avoir tiré à l'épaule. Le mari est blanchi de toute accusation et l'armée jette Sims en prison. Il est accusé de complot et il est envoyé au camp de travaux forcés de Leavenworth. Il y passera 1 an. Puis il est exclu pour cause d'indignité. La petite amie de Sims, Ruby Paget, a aussi un passé trouble. Et elle est attirée par son côté mauvais garçon. Ce sont 2 toxicomanes très perturbés. Ils se complètent bien et on vient à former un couple dangereux. Elle a peur de Mitchell jusqu'à un certain point. Mais elle est aussi attirée par le côté imprévisible de ce genre de comportement marginal. Elle n'a connu que la folie et la violence dans sa vie. Enfant, Ruby voyait son père battre sa mère à répétition. La violence, c'est tout ce qu'elle voit à la maison à l'âge de 6 ou 7 ans. Il a même poignardé sa mère avec une fourchette. Une autre fois, il a tiré en plein visage. Lorsqu'il était ivre, le père de Ruby devenait très violent. C'est troublant pour un enfant. Ruby en est venu à confondre l'amour et l'affection avec la violence, que celle-ci soit verbale, physique ou sexuelle. Elle quitte la maison à l'âge de 15 ans. Mais elle n'échappe pas à la violence pour autant. Ruby ne connaît que la violence, alors elle tombe à nouveau dans le même piège. Don't leave me on like that. I'm sorry. Les relations avec des garçons violents se succèdent. Ruby trouve en Mitchell une autre âme torturée. C'est un alcoolique et un toxicomane tout comme elle. C'est quelqu'un qui peut parfois être agressif et violent. Et c'est quelque chose qu'elle connaît bien. Ils forment donc un couple parfait. 6 jours après les meurtres de Hanahan, les tourtereaux se rendent sur la côte ouest pour faire régner la terreur à Glendale, en Californie. Hey there. Come on in. En kidnappant un livreur de pizza, John Harrigan. Harrigan devait être confus. Il avait de la difficulté à respirer. Il était attaché. Il était torturé. Il allait être tué. John Harrigan est étranglé, puis noyé.
les assassins effacent leurs empreintes digitales. Il ne voulait laisser aucune trace derrière eux. Ils s'emparent de la camionnette de John Harrigan et partent faire une livraison spéciale à la pizzeria où travaillait John. Un endroit qu'ils avaient visité quelques heures plus tôt. À leur arrivée, l'assistant du gérant, Don Russell, et le livreur Nick Lewis sont seuls. Hey, remember me? Put the phone down. Let's go. Put the phone down. Now. In the back, now. Go, you two. Let's go. Come on. In the back. Let's go. Stop waiting around. Go. Now. Go. Go. Money's inside on the right. Go. Go. There's a delivery guy that should be back anytime. Mais Sims a une mauvaise surprise pour eux. No. I don't think so. Babe, you got that money yet? Got it. Got it. That's my girl. Come on, boys. Let's go. Let's go for a ride. Now, both of you. Come on. Come on. Follow me. C'est à ce moment que survient un imprévu, un client. Hey, what's up, man? How are you? How can I help you? What Sims doesn't know. Sims ignore que le client est un employé en congé, Off-duty employee. Bob Hanson. What's going on, man? What can I get for you today? One large. He knows that if he Il acknowledges sait que s'il accueille Hanson comme un employé, that Sims is going to turn Sims le prendra en otage lui aussi. a hostage too. So he just Donc il le traite comme un client régulier. any other customer. That'll be $10. I got it. Hello, this is Mitch. And the phone Le téléphone sonne et il prend la commande. and what he Hanson se dit alors que c'est peut-être quelqu'un du siège social qui vient faire une vérification. check things out. When the pizza's ready, I'll bring it out to the car. Okay? 10 minutes plus tard, Sims joue les bons garçons. Thanks, man. You both take care, okay? Bye. Hanson sent qu'il se passe quelque chose de louche. Il appelle le gérant et il décide d'informer la police parce qu'il se passe quelque chose d'étrange au restaurant. Sims et Paget reprennent leur plan diabolique en conduisant leurs otages terrifiés dans le congélateur du restaurant. Sims les attache avec la même corde qu'ils ont utilisée pour John Harrigan. Il fait passer la corde par-dessus une étagère du congélateur, puis il tire dessus. Up on your tippy toes now. Toes. Do what he said. Up, tippy toes. All right? I'm sure someone's gonna come and find you, all right? Ce qui est paradoxal dans cette situation, c'est que Mitchell en vient à reproduire le comportement sadique et violent de son beau-père. Don't worry about it. I'll see you guys later. Take care. Take care, all right? You can't leave us like this. Yeah, I can. Les hommes doivent se tenir sur la pointe des pieds, dans un froid glacial. Ces gars-là tentent désespérément de rester en vie. Un seul faux mouvement et ce sera la mort par pendaison. Mitchell Sims et Ruby Paget ont dévalisé une pizzeria de Glendale en Californie et ils ont enfermé 2 employés dans le congélateur du restaurant. Il les a attachés de manière à les obliger à rester sur la pointe des pieds pour ne pas s'étrangler. Et il savait que c'était inévitable, car personne ne les retrouverait. Don Russell et Nick Lewis l'ignorent, mais les secours sont en route grâce à l'employé qui est venu commander une pizza. Le répartiteur a reçu un appel d'un employé en congé qui avait l'impression qu'il se passait quelque chose de louche à la pizzeria. Lorsqu'on est arrivé sur les lieux, la porte et les lumières étaient fermées. Le restaurant semblait fermé. On est entré et il n'y avait personne.
On a fouillé partout, puis on a terminé par le congélateur. Ça a été un choc de voir ces deux gars immobiles dans le congélateur. On croyait qu'ils étaient morts. Un homme et une femme avaient dévalisé le restaurant. L'homme portait une chemise de la pizzeria. Il s'inquiétait pour John Harrigan. Il était parti livrer une pizza à un motel. On est donc parti à sa recherche. Les policiers se précipitent au motel, ignorant ce qu'ils y trouveront. Le corps d'un homme blanc gisait dans la baignoire. Vu le temps qui s'était écoulé, c'était impossible qu'il ait survécu sous l'eau si longtemps. John Harrigan était bel et bien mort. Peu importe le nombre de scènes de crimes qu'on a pu voir en carrière, chaque fois qu'on se trouve devant une telle situation, on se demande comment quelqu'un peut en venir à poser de tels gestes. Les policiers avisent la mère de John. Monsieur Perkins m'a annoncé que mon fils était mort, qu'il avait été assassiné. Je ne le croyais pas. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je suis tombée assise dans ma chaise. J'étais incrédule. C'est une mort affreuse. Ils l'ont attaché comme un animal, puis ils l'ont étranglé. Il était encore vivant quand ils l'ont noyé dans la baignoire. C'était un excellent nageur. Il n'aurait pas dû mourir comme ça. C'est horrible. J'ai vu son corps dans la baignoire à la télévision. C'était terrible. Les techniciens en scène de crime fouillent la chambre en quête d'indices. On s'attendait à trouver des milliers d'empreintes digitales partout sur les murs, les meubles, le téléphone. Mais tout dans cette chambre avait été nettoyé. Tout, sauf un rouleau de papier hygiénique. Les tueurs ont commis une erreur. On peut laisser des empreintes digitales à l'intérieur du rouleau. Alors nous avons conservé ce rouleau comme élément de preuve. Les policiers prennent aussi l'annuaire téléphonique. Que croyez-vous qu'ils ont cherché dans l'annuaire? Probablement les pizzerias. Au laboratoire, les longues heures de travail portent finalement leurs fruits. On a trouvé les empreintes digitales de Mitch Sims sur le rouleau de papier hygiénique et l'annuaire. On l'a clairement identifié. Ils apprennent alors que Sims est recherché pour le meurtre de 2 employés d'une pizzeria de Hanahan, en Caroline du Sud. On a appris que d'autres employés de cette chaîne avaient été assassinés une semaine plus tôt en Caroline du Sud. Sims et Paget prennent la fuite à plus de 400 km de là, à Las Vegas, au Nevada, et s'installent dans un motel au nord de la ville. Ils ont pris les noms de monsieur et madame Jeff Richards et ils ont payé le loyer d'un mois, 275 $. Sims et Paget dépensent le fruit de leur labeur. On ne sait pas pourquoi ils sont allés là, mais on sait qu'ils ont quelques milliers de dollars en argent comptant. Et la fête continue de retour à leur chambre. Ils ont acheté de la marijuana à un vendeur sur la rue, puis ils ont fait ce qu'ils font de mieux, boire et se droguer. Ils songent à visiter une autre pizzeria. Ils sont tellement enfoncés dans la débauche qu'ils ne se soucient plus de leur bien-être ou de celui des autres. Ça ne pouvait que tourner à la catastrophe.
Un avis de recherche national est lancé pour Sims et Padgett, de même que pour la camionnette volée du livreur qu'ils ont assassiné. On se doutait que cette camionnette avait été subtilisée par les suspects, mais on ne savait pas où ils étaient allés. 12 jours après le meurtre crapuleux de John Harrigan, les agents de sécurité d'un casino de Las Vegas remarquent une camionnette abandonnée dans le parc de stationnement. La police de Las Vegas remorque le véhicule et parvient à l'identifier. À l'intérieur, on trouve la chemise de travail et le porte-nom de John Harrigan, mais aucune trace des occupants. La piste se refroidit et les policiers lancent un appel à l'aide. On connaissait les suspects, alors on a profité de notre arrivée à Las Vegas pour publier un communiqué de presse et lancer un appel au public pour tenter de retrouver Mitchell Sims et Ruby Padgett. Des affiches sont placardées partout en ville. Dans un bar, un employé de la construction au chômage qui leur avait vendu de la drogue voit leurs photos aux informations. Les photos de Sims et de Padgett sont apparues à l'écran. Il a alors dit qu'il les connaissait. Le barman lui a répondu qu'il devrait appeler la police, car il y avait une récompense de 100 000 $. Cet informateur dit aux policiers que le couple se trouve dans un motel dans le nord de la ville. Il savait exactement dans quelle chambre ils étaient. Les policiers se rendent au motel. Les meurtriers sont coincés. Joueront-ils le tout pour fuir vers la liberté? Noël 1985. La police de Las Vegas au Nevada a enfin cerné les meurtriers Mitchell Sims et Ruby Padgett dans un motel miteux. Please, open the door! What are we gonna do? Well, do something! Mitchell Sims et Ruby Padgett étaient considérés comme étant armés et dangereux. Let me see your hands, please! Get down the ground! Let me see your hands, man. Let me see your hands. I was very surprised. Connaissant Mitch Sims et tout le carnage qu'il avait causé, j'étais étonné qu'il se rende aussi facilement. Les policiers fouillent la chambre et trouvent un pistolet chargé de calibre 25 ainsi qu'un article de journal traitant du meurtre de John Harrigan. Nous allions passer à table pour le repas de Noël quand le téléphone a sonné. On a appris que Mitchell Sims avait été arrêté à Las Vegas. Nous étions très heureux qu'il ait enfin été arrêté. Sims et Padgett sont arrêtés et emmenés à la prison du comté. L'enquêteur de Glendale, John Perkins, interroge Sims. Il a tout simplement refusé de répondre à nos questions. You sure? Because now would be the time to talk. I don't really have anything to say. I had to kill that boy. Je n'étais pas certain d'avoir bien compris. Avait-il réellement dit ça? Sorry, I didn't hear you. I had to kill that boy. He was going to identify me. You didn't have to kill him for that. I just decided to kill him. J'étais stupéfait de l'entendre avouer un meurtre. Did you help carry that kid into the bathroom? No. I don't know what happened in the bathroom. Well, that's not what you told me yesterday. You told me that you followed Pendant son interrogatoire, Ruby Padgett enchaîne les mensonges. right there. You must have seen what was going on. No. I'm telling you I didn't do anything. I told you yesterday and I'm telling you now. Elle cherchait à se distancier des événements et du meurtre de John Harrigan. Are you lying to me, Ruby? No. Did you realize the seriousness of this? A man's dead. Did you stick his head under the water? It was all him. Je ne la croyais pas. Il fallait 2 personnes pour commettre ce meurtre. I don't believe you, Ruby. Le lendemain, Sims et Padgett renoncent à contester leur extradition en Californie. Lors de leur audience, ils étaient tout sourire,
comme si de rien n'était. Il a salué sa mère à la caméra, il envoyait des baisers à sa petite amie. C'était irréel, mais c'était leur réalité. D'un point de vue psychologique, ils sont un peu soulagés, particulièrement Mitchell. Ils seront finalement encadrés et leur vie deviendra plus simple. Pour des gens qui possèdent un tel passé, le simple fait de vivre en société est angoissant. Les deux sont accusés de meurtre, de vol à main armée et de tentative de meurtre en Californie. Puisqu'ils ont torturé John Harrigan, les procureurs demandent la peine capitale. Sims et Padgett ont tous les deux été jugés pour meurtre commis lors d'un vol et par l'entremise d'un guet-apens. Ruby Padgett subit son procès en premier et renie Sims. Ruby Padgett a rejeté tout le blâme sur Sims et elle a dit qu'il l'avait menacée. Mais son comportement pendant les crimes laisse présager qu'elle y participait de plein gré. Elle savait exactement ce qui se passait. Elle a eu plusieurs occasions de fuir et d'aller prévenir les autorités de la Caroline du Sud jusqu'en Californie. Mais elle n'a rien fait. Le jury la déclare coupable de meurtre et de 3 chefs d'accusation de vol. Elle est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le procureur de district n'a pas tenté d'obtenir la peine capitale pour elle, car sa situation était différente de celle de Sims. Elle a été jugée pour complicité et elle n'avait pas le même passé violent que Sims. Elle a embarqué dans sa folie. Elle connaissait les risques, mais elle était au bout du rouleau. Et elle ne se souciait plus de rien. Ça ne la dérangeait pas de passer le reste de sa vie en prison, car elle n'avait plus rien, de toute façon. Mitchell Sims est reconnu coupable de meurtre, de 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre et de 3 accusations de vol. La preuve contre Sims était plus incriminante. Lors de son arrestation, il détenait un couteau et un pistolet. Et il a ensuite été formellement identifié par les victimes du vol de Glendale. C'était une affaire assez simple. Sims appelait des noms coupables, mais il ne s'est pas vraiment défendu. Il ne restait qu'à déterminer s'il subirait la peine de mort ou non. Pendant l'audience de détermination de la peine, les avocats de Sims évoquent son enfance difficile. La mère et le frère de Sims sont venus témoigner des agressions sexuelles perpétrées tout au long de son enfance par son beau-père. Sims a pu vivre une enfance terrible, mais cela n'excuse pas la violence extrême dont il a fait preuve à l'âge adulte. Plusieurs personnes ont une enfance difficile sans jamais commettre de meurtre. En septembre 1987, Mitchell Sims est condamné à mort. It is the judgment and sentence of this court that Michael Carlton Sims shall suffer the death penalty. J'étais soulagée d'apprendre qu'il était condamné à mort, car c'est ce qu'il méritait à mon avis. 1 an plus tard, Sims retourne en Caroline du Sud pour y être jugé pour les meurtres de Gary Melky et Christopher Zer. Il est de nouveau condamné à mort. Mais la justice est lente, et Mitchell Sims attend toujours dans l'antichambre de la mort. La peine de mort en Californie est un processus qui s'étire comme de la mélasse. Ça n'arrive jamais. J'ai honte de notre système judiciaire qui permet à des gens comme Mitchell Sims de vivre plus longtemps que certains membres des familles des victimes. Tout ça à cause des multiples appels qui s'éternisent. C'est tout aussi frustrant pour les familles des victimes. J'aimerais pouvoir passer à autre chose, vous savez. Je croyais que justice serait faite, mais on dirait bien que non. J'ai peur de mourir avant lui. Pendant le procès, mon mari m'a dit qu'il ne le verrait pas mourir, et c'était vrai. J'ai dit à des amis que je le ferais moi-même. Installez-le sur la chaise et je vais abaisser le levier, ou je vais lui faire l'injection. Mais la justice ne me permet pas de le faire.